Quand on est chercheur, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a désormais un nom, la Deep Tech. Mais la Deep Tech, ce n'est pas qu'un concept, ce sont des hommes et des femmes issus de la recherche publique qui un jour se sont dit « pourquoi pas moi ?» Élodie Chabrol, qui a elle-même été chercheuse, est allée à leur rencontre. Voici leurs histoires. Le déclic, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs. Polytechnicien et docteur de l'ENS de Lyon, Théo Perronin a cofondé sa start-up Alice et Bob, la start-up française qui veut révolutionner l'ordinateur quantique. Il va nous raconter son aventure. Bonjour Théo. Bonjour Je suis ravie de t'avoir au micro aujourd'hui. Comment ça va ? Bien et toi ? Très bien. J'ai brièvement rappelé ton parcours et la première question que je me pose, moi, est-ce que l'entrepreneuriat pour toi, ça a toujours été quelque chose auquel tu as pensé ? Ou est-ce que c'est venu pendant ton master ou pendant ta thèse ? Pour moi, l'entrepreneuriat, c'était pas une fin en soi. Et ça ne l'est toujours pas. C'était avant tout un outil pour répondre à une frustration. Celle de voir qu'on, dans nos laboratoires, on ne s'armait pas forcément des mêmes outils que nos, compétiteurs anglo-saxons. Et qu'on avait certaines frustrations. On ne peut pas recruter qui on veut. On n'a pas forcément accès à tous les capitaux ou les moyens dont on pourrait avoir besoin. Et au bout d'un moment, c'était devenu une évidence pour moi d'amener cet angle pour dynamiser notre perspective de recherche. Avoir un peu plus de liberté au final, c'est ça ? C'est ça, c'est un outil complémentaire qui vient pour moi s'associer avec la recherche académique et ensemble faire un véhicule public-privé qui a tous les outils pour relever des défis très ambitieux comme construire un ordinateur quantique. Faites prendre le meilleur des deux mondes. C'est ça, et exactement, la liberté d'innover et d'explorer des laboratoires académiques et le boost et la facilité à monter en échelle des startups. Et donc tu as monté cette startup lors de ta thèse. Est-ce que c'est un projet sur lequel tu travaillais déjà ou est-ce que c'est une idée qui est venue de l'extérieur ? Non, c'est un projet sur lequel mon associé et cofondateur Raphaël Lescane et moi-même travaillons pendant nos thèses. Donc moi, pas directement exactement sur la brique qu'on utilise, sur une brique très proche. Pour être précis, mon associé a fait sa thèse sur le bit quantique de chat Schrödinger qu'on utilise pour la startup Alice et Bob. Et moi, plus sur la partie architecture modulaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va assembler ces bits quantiques ensemble pour monter en échelle ensuite. Et donc, comment tu as rencontré ton associé ? Donc, avec Raphaël, on s'est rencontrés en Master 2 à l'ENS Paris, dans le Master ICFP. Et ensuite, on a débuté nos thèses dans le même groupe de recherche à l'ENS Paris, lui sous la direction de Zaki Lertas et moi sous celle de Benjamin Huard. Sauf que moi, j'ai suivi mon directeur de thèse dans ses cartons à l'ENS de Lyon. Et donc, vous êtes séparés. Mais c'était au final une bonne chance de se croiser, parce qu'il y a certains fondateurs de start-up qui mettent des mois, voire des années, à trouver un cofondateur. Mais toi, finalement, tu as eu de la chance, tu l'as rencontré pendant ton master. C'est ça. Et on a travaillé ensemble, on a continué à travailler ensemble et à publier ensemble sur les travaux de recherche joints. Et surtout, ce qui est formidable avec Raphaël, c'est qu'on a vraiment deux personnalités très complémentaires. Contrairement à d'autres cas de figure où on peut avoir deux profils scientifiques qui se marchent un peu sur les pieds, où aucun des deux ne veut faire la partie entrepreneuriale. Moi, j'avais une appétence certaine pour, la partie entreprise et toute la médiation qui va avec et les différents exercices comme la levée de fonds. Là où mon associé, lui, est vraiment extrêmement brillant techniquement et préfère se concentrer sur la techno, sur notre cœur de métier. Et donc, tu dis que tu as une appétence, mais est-ce que tu avais un petit peu d'expérience ou au final, tu as appris sur le tas tout ce qui est entrepreneuriat Ouais, donc j'étais complètement novice à la base, mais je viens effectivement d'un milieu familial propice. Mon papa a eu son entreprise pendant des années, ma maman a fait des ressources humaines et dirigé des grandes entreprises. Mon frère fait de l'investissement, ma sœur des RH. Disons que j'étais plutôt le vilain petit canard qui faisait de la recherche et que personne comprenait. Pour moi, monter une entreprise, c'était un petit peu revenir dans le droit chemin et marier les deux mondes. Et c'est génial, et c'est exactement ça, d'accord, c'est assez fantastique comme histoire, parce que du coup, t'as grandi dans un milieu entrepreneurial et puis t'es revenu au bercail en montant cette start-up. Et quel a été le déclic pour vous lancer ?
Pour moi, c'était une série de constatations. La première, c'est celle qu'on avait et qu'on a un savoir-faire assez unique en France en matière disons, d'informatique quantique et plus précisément de bits quantiques supraconducteurs. Qu'on a une équipe de chercheurs extrêmement dynamiques qui marchent très bien ensemble et qui fonctionnaient déjà pas mal comme une start-up. Et de se dire que, comme je le disais plus tôt, c'était absurde de pas s'armer comme nos compétiteurs anglo-saxons pour pouvoir aller plus loin, plus fort dans les expériences. Et on commençait à avoir quelques blocages. En plus, on a cet angle, disons, sur les bits quantiques capable de se corriger tout seul, qui est vraiment unique et extrêmement prometteur. Et donc le déclic, pour moi, ça a été deux choses. La première, ça a été une série de résultats expérimentaux extrêmement prometteurs qui nous ont vraiment donné confiance en nous et permis de se mettre à l'eau. Mais je pense que la partie la plus importante, ça a été d'être capable de fédérer le groupe de chercheurs rassemblés dans notre conseil scientifique et de partager une vision avec cette communauté et de se dire qu'on souhaitait y aller et qu'on allait vraiment tenter notre chance. Et ce déclic, vous l'avez eu tous les deux en même temps ou est-ce qu'il y en a eu un qui a plus poussé l'autre ? Il faut reconnaître que c'était un petit peu moi qui ai poussé et chamboulé Raphaël parce que mine de rien, c'est un pari. C'est un pari qui est pas forcément évident quand on s'est pendant longtemps projeté sur une carrière académique extrêmement codifiée avec thèse, postdoc, postdoc, concours CNRS et où les écarts sont historiquement pas forcément très bien vus par rapport à ce parcours. Et donc se lancer et tenter sa chance avec l'entreprise, quelque part, c'est prendre un risque de sortir du droit chemin académique et de pas forcément pouvoir revenir aussi facilement que ça. Donc ça a pas été évident. Le moment où on s'est dit top là, c'est-à-dire le moment où à partir duquel si l'un abandonne, l'autre est fâché, c'était en février 2019 pour nous. D'accord, donc c'est relativement nouveau. Vous n'en vivez pas encore actuellement. Donc si, on en vit depuis avril dernier, enfin depuis notre première levée de fonds. Et on a déjà recruté une dizaine de collaborateurs. Donc c'était très rapide. On traîne pas, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'était très rapide. Et quel a été le plus gros challenge que vous avez rencontré ? Pour moi, c'est pas forcément un challenge, c'est une succession de défis, de nouveaux sujets qu'il faut traiter avec l'intérêt qu'ils méritent et avec prendre le temps de découvrir. Et donc, ce qu'on a fait avec mon associé, c'est qu'on a été très honnête dès le départ vis-à-vis de nous-mêmes sur notre inexpérience entrepreneuriale. Et donc, on s'est entouré et on s'est éduqué sur ces sujets, pour faire un anglicisme. On a suivi un grand nombre de cours, de podcasts, et commencé à lire beaucoup d'articles sur d'autres aventures, d'autres trajectoires possibles. Commencé à se faire une culture entrepreneuriale et anticiper petit à petit. Et peut-être que le plus gros défi pour nous, c'est de tenir ce rythme de croissance. C'est un défi constant qui se traduit au quotidien par être capable d'alterner entre recrutement, administration, recherche, gestion des finances, autant de sujets qu'on n'a pas à traiter en thèse et qu'il nous a fallu découvrir et maîtriser, commencer à maîtriser petit à petit. Et donc effectivement, c'est assez challengeant. Mais en même temps, il faut reconnaître que c'est extrêmement excitant. Ce sont des sujets qui sont très stimulants intellectuellement et tout le jeu économique pour moi, c'est ma partie du travail, mérite aussi, est tout aussi passionnante que la recherche en physique quantique parce que ce sont avec des acteurs très intelligents qui jouent un jeu extrêmement codifié et bien défini. Vous avez été lauréat ePhD et eLab. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Ce sont des super boosters. iPhD, pour nous, c'était un accompagnement et c'était aussi un superbe label pour solidifier le projet et apporter une certaine garantie de rigueur dans la construction du projet. Et c'est un pied à l'étrier pour rentrer dans l'écosystème BPI, qui est la chance incroyable qu'on a en France d'avoir un ensemble de subventions, de mécanismes qui permettent d'aider les entreprises deep tech à se lancer, en tout cas dans notre cas. Et iLab, c'est un booster incroyable.
qui est un financement pour nous, qui va nous permettre d'accélérer, d'acheter du matériel pour construire nos machines. Et idéalement, c'est pas la fin de l'aventure, on va continuer à alterner entre capitaux privés, c'est-à-dire levée de fonds, et subventions, financement public, à mettre en regard, donc d'autres mécanismes de la BPI à activer. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment ? Alors ça va être quelque chose de très précis. Je crois que c'est vraiment la façon d'orchestrer la levée de fonds. Disons que le tour d'amorçage, quand on se lance, c'est un exercice en fait assez codifié. Et comment ça marche ? Tiens, tu peux nous décrire rapidement ? Alors je suis pas certain de savoir décrire comment ça marche. Je peux dire comment ça a marché pour nous. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le pied mis à l'étrier par la SAT Pulsalis de Lyon, où je faisais ma thèse, et on a commencé certaines formations, un contrat de prématuration, et rapidement on s'est dit qu'on voulait aller un petit peu plus vite et continuer à rassembler tout notre écosystème. Et on a été approché par notre proximité avec l'université PSL, par le fonds d'investissement Elaya, qui a un véhicule d'investissement, le PSL Innovation Fund, dont la thèse d'investissement, c'est d'investir dans les startups deep tech issues de l'université PSL. Donc on rentrait exactement dans cette thèse-là. Et petit à petit, ils ont fait montre d'un intérêt certain pour notre projet. Et c'est là qu'on n'a pas forcément été en maîtrise complètement du timing, puisqu'ils ont cherché, à juste titre, à investir chez nous avant qu'on ait le temps de les mettre en concurrence. Et en réalité, un roadshow, donc cette tournée des investisseurs, c'est un exercice économique de vente aux enchères. Donc on va pitcher sa start-up auprès d'un grand nombre d'investisseurs, mais pas trop non plus, il faut bien les choisir. Et ensuite, c'est un jeu de négociation pour assembler un ensemble d'investisseurs qui proposent un deal, une offre, c'est-à-dire un certain montant d'investissement pour une certaine valorisation, avec des contraintes et un pacte d'associés avec eux sur comment ça va se passer. Et donc, si on en revient à qu'est-ce que tu aurais fait différemment ? Et je crois que j'aurais orchestré un petit peu plus la levée de fonds. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été démarché. Ensuite, on a été un petit peu dans la panique pour les mettre rapidement en concurrence. Et au final, on a choisi d'aller avec eux parce que c'était les plus pertinents pour notre projet. Mais c'est un jeu de cadence et de maîtrise, comme dans toute négociation commerciale, du rythme de la négociation et de pas se laisser impressionner par des deadlines artificielles. Donc là, je pense que pour notre prochain tour de table, on sera bien plus en maîtrise de qui on veut voir, dans quel rythme et des conditions qu'on cherche à obtenir, même si au final on est extrêmement satisfait du premier tour qu'on a fait. Et quels sont vos futurs projets ? Le projet, il est déjà très ambitieux. C'est celui d'assembler un ordinateur quantique universel sans erreur. Et donc pour ça, on n'y est pas encore. On a encore beaucoup de travail. Là où nous sommes, c'est que nous avons un prototype d'un qubit qui corrige une partie de ces erreurs. Donc pour nous, la prochaine étape, et c'est une étape à laquelle on fait la course au coude à coude avec les grands, Google, IBM et d'autres, pour arriver à créer le premier bit quantique logique, c'est-à-dire le premier bit quantique sans erreur. Et à partir de là, arriver à assembler ces bits quantiques logiques ensemble pour faire des prototypes d'ordinateurs quantiques universels sans erreur. D'accord. Moi, j'ai une petite question bonus, parce que je me suis vraiment demandé, Alice et Bob, ça vient d'où ? Alors, Alice et Bob, pour nous, c'est vraiment une référence aux deux personnages fictifs, Alice et Bob, qui représentent les points A et B dans les exercices types de physique et souvent de cryptographie aussi. Et disons que officieusement, c'est aussi un vœu d'humilité. C'est pas Péronin et l'Escan Computing. C'est être un petit peu plus modeste sur notre rôle dans cette aventure et dire qu'il reste encore beaucoup de travail, mais qu'on maîtrise notre sujet comme un exercice type de classe de physique. Génial. Et est-ce que tu as un mot de la fin ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé ? Peut-être un conseil pour ceux qui hésitent à se lancer et qui se disent bon, peut-être pas. Qu'est-ce que tu leur dirais
Je dirais que faut avoir vraiment confiance en soi. L'avantage injuste qu'ont les physiciens par rapport à tous les autres entrepreneurs, parce que c'est ma paroisse, c'est celle d'être très à l'aise avec les calculs d'ordre de grandeur. Et l'entrepreneuriat, avant tout, c'est ça. Estimer son marché, estimer ses coûts, ses marges, la trajectoire possible. Et disons que sur le dos d'une enveloppe, comme diraient les anglo-saxons, on peut très vite déjà savoir si ça a un sens de se lancer et comment structurer et quelle ambition donner au projet. Et peut-être la remarque corollaire, ce serait de dire que il faut pas se limiter à chercher à faire des startups forcément ambitieuses pour rafler la mise d'un très gros marché. Je dirais que c'est une aventure magnifique qui peut se faire à n'importe quelle échelle et que c'est extrêmement flatteur et valorisant que de monter son entreprise et de se dire on l'a fait. Le pire qui puisse nous arriver, c'est de se dire j'aurais pu et je me suis pas mis à l'eau et je le regrette indéfiniment. Donc mieux vaut se lancer et puis essayer, quoi. Exactement. Ça coûte rien de se planter. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Et on peut réussir comme vous avez réussi, donc bravo en tout cas. On n'a pas encore tout à fait réussi, on a commencé. Vous êtes en tout cas en bonne voie. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience, Théo. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Ce podcast a été réalisé par The Meta News en partenariat avec BPI France dans les studios de Chez Jean Productions. À très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous nous aimez, notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée.